Chapitre 4. Explication complémentaire d'Engels. Marx a dit l'essentiel sur la portée de l'expérience de la commune. Engels est revenu à maintes reprises sur ce même sujet, commentant l'analyse et les conclusions de Marx et éclairant parfois d'autres aspects du problème, avec une telle vigueur et un tel relief qu'il est indispensable de nous arrêter spécialement sur ses commentaires. Grand 1. La question du logement. Dans son ouvrage qui traite de la question du logement en 1872, Engels se tient déjà compte de l'expérience de la commune lorsqu'à plusieurs reprises, il s'arrête sur les tâches de la Révolution à l'égard de l'État. Il est intéressant de voir comment sur ce sujet concret, l'on voit apparaître clairement d'une part les traits de similitude entre l'État prolétarien et l'État actuel, traits qui permettent dans les deux cas de parler d'État, et d'autre part les traits qui les distinguent et où se marque la transition vers la suppression de l'État. Comment donc résoudre la question du logement ? Dans notre société actuelle, comme toute autre question sociale, en établissant graduellement un équilibre économique entre l'offre et la demande. Cette solution, qui n'empêche pas le problème de se poser sans cesse à nouveau, n'en est donc pas une. Quant à la manière dont une révolution sociale résoudrait la question, cela dépend non seulement des circonstances dans lesquelles elle se produirait, mais aussi de questions beaucoup plus étendues, dont l'une des plus essentielles est la suppression de l'opposition entre la ville et la campagne. Comme nous n'avons pas à bâtir des systèmes utopiques pour l'organisation de la société future, il serait plus qu'oiseux de nous étendre sur ce sujet. Ce qui est certain, c'est qu'il y a dans les grandes villes déjà suffisamment d'immeubles à usage d'habitation pour remédier sans délai par leur emploi rationnel à toute véritable crise du logement. Ceci ne peut naturellement se faire que par l'expropriation des propriétaires actuels, par l'occupation de leurs immeubles par des travailleurs sans abri ou immodérément entassés dans leur logis. Et dès que le prolétariat aura conquis le pouvoir politique, cette mesure exigée par le bien public sera aussi facile à réaliser que le sont aujourd'hui les expropriations et réquisitions de logements par l'État. On n'envisage pas ici un changement de forme du pouvoir d'État, mais uniquement le contenu de son activité. L'État actuel ordonne lui aussi des expropriations et les réquisitions de logements. Au point de vue formel, l'État prolétarien ordonnera également des réquisitions de logements et des expropriations d'immeubles. Mais il est clair que l'ancien appareil exécutif, la bureaucratie liée à la bourgeoisie, serait tout simplement inapte à appliquer les dispositions de l'État prolétarien. Il faut constater que la prise de position effective par la population laborieuse de tous les instruments de travail, de toute l'industrie, est exactement le contraire du rachat proudhonien. D'après cette dernière solution, chaque ouvrier devient propriétaire de son logis, de sa ferme, de ses instruments de travail. D'après la première, la population laborieuse reste possesseur collectif des maisons, usines et instruments de travail, et du moins pendant une période de transition, elle en abandonnera difficilement la jouissance sans dédommagement de ses frais aux individus et aux sociétés privées. Exactement comme la suppression de la propriété foncière n'est pas celle de la rente foncière, mais son transfert à la société, encore que sous une forme modifiée. L'appropriation effective de tous les instruments de travail par la population laborieuse n'exclut donc en aucune façon le maintien du louage et de la location. Nous examinerons au chapitre suivant la question effleurée ici, celle des bases économiques de l'extinction de l'État. Engels s'exprime avec une extrême prudence en disant que l'État prolétarien pourra difficilement distribuer des logements sans loyer, du moins pendant une période de transition. La location de logements, propriété de tout le peuple, à telle ou telle famille contre un loyer, suppose aussi la perception de ce loyer, ainsi qu'un certain contrôle et l'établissement de certaines normes de répartition des logements. Tout cela exige une forme d'État déterminée, mais ne requiert nullement un appareil militaire et bureaucratique spécial, avec des fonctionnaires bénéficiant d'une situation privilégiée, tandis que le passage à un état de choses où les logements pourraient être fournis gratuitement est lié à l'extinction totale de l'État. Parlant des blanquistes qui, après la Commune et influencés par son expérience, adoptèrent la position de principe du marxisme, Engels définit en passant cette position de la façon suivante. Nécessité de l'action politique du prolétariat et de sa dictature comme transition à l'abolition des classes et avec elle de l'État. Des amateurs de critique littérale ou des bourgeois destructeurs du marxisme verront peut-être une contradiction entre cette reconnaissance de l'abolition de l'État et la négation de cette formule considérée comme anarchiste. Dans la citation reproduite plus haut de l'anti-Düring, on ne serait pas étonné de voir les opportunistes ranger Engels lui aussi parmi les anarchistes. Accuser les internationalistes d'anarchisme est de nos jours une pratique de plus en plus répandue parmi les social chauvins. Avec l'abolition des classes aura lieu aussi l'abolition de l'État. C'est ce que le marxisme a toujours enseigné. Le passage bien connu de l'anti-Düring sur l'extinction de l'État accuse les anarchistes non pas tant d'être partisans de l'abolition de l'État que de prêcher qu'il est possible d'abolir l'État du jour au lendemain. La doctrine social-démocrate qui règne aujourd'hui ayant complètement dénaturé l'attitude du marxisme à l'égard de l'anarchisme dans la question de la suppression de l'État, il est particulièrement utile de rappeler certaines polémiques de Marx et d'Engels avec les anarchistes. Grand 2. Polémique avec les anarchistes. Cette polémique remonte à 1873. Marx et Engels avaient publié des articles contre les proudhoniens anti-autoritaires dans un recueil socialiste italien. Et ce n'est qu'en 1913 que ces articles parurent en traduction allemande dans la New Zeit.
Si la lutte politique de la classe ouvrière, écrivait Marx, raillant les anarchistes et leur négation de la politique, revêt des formes révolutionnaires, si, à la place de la dictature de la bourgeoisie, les ouvriers établissent leur dictature révolutionnaire, ils commettent un crime effroyable de lèse-principe car pour satisfaire leurs misérables et grossiers besoins du jour, pour briser la résistance de la bourgeoisie, ils donnent à l'État une forme révolutionnaire et passagère au lieu de déposer les armes et abolir l'État. C'est uniquement contre cette abolition-là de l'État que s'élevait Marx quand il réfutait les anarchistes. Il ne s'élevait pas du tout contre l'idée que l'État disparaîtra avec les classes ou sera aboli avec leur abolition, mais contre le refus éventuel de la part des ouvriers d'employer les armes, d'user de la violence organisée, c'est-à-dire de l'État, qui doit servir à briser la résistance de la bourgeoisie. Marx souligne expressément, pour qu'on ne vienne pas dénaturer le sens véritable de sa lutte contre l'anarchisme, la forme révolutionnaire et passagère de l'État, nécessaire au prolétariat. Le prolétariat n'a besoin de l'État que pour un temps. Nous ne sommes pas le moins du monde en désaccord avec les anarchistes quant à l'abolition de l'État en tant que but. Nous affirmons que pour atteindre ce but, il est nécessaire d'utiliser provisoirement les instruments, les moyens et les procédés du pouvoir d'État contre les exploiteurs. De même que, pour supprimer les classes, il est indispensable d'établir la dictature provisoire de la classe opprimée. Marx choisit la façon la plus incisive et la plus nette de poser la question contre les anarchistes. Les ouvriers doivent-ils, en renversant le joug des capitalistes, déposer les armes ou les utiliser contre les capitalistes afin de briser leur résistance ? Or, si une classe fait systématiquement usage de ses armes contre une autre classe, qu'est-ce donc sinon une forme passagère de l'État ? Que chaque social-démocrate s'interroge. Est-ce bien ainsi qu'il posait lui-même la question de l'État dans la polémique avec les anarchistes ? Est-ce bien ainsi que posait cette question l'immense majorité des partis socialistes officiels de la Deuxième Internationale ? Engels expose les mêmes idées d'une manière beaucoup plus détaillée et plus populaire encore. Tout d'abord, il raille la confusion d'idées chez les proudhoniens qui s'intitulaient anti-autoritaires, c'est-à-dire qui niaient toute autorité, toute subordination, tout pouvoir. Prenez une usine, un chemin de fer, un navire en haute mer, dit Engels, n'est-il pas évident que sans une certaine subordination, donc sans une certaine autorité ou un certain pouvoir, il est impossible de faire fonctionner aucun de ces établissements techniques compliqués fondés sur l'emploi des machines et la collaboration méthodique de nombreuses personnes. Lorsque j'avance de semblables arguments contre les plus furieux anti-autoritaires, écrit Engels, ceux-ci ne savent que me répondre. Ah, cela est vrai, mais il ne s'agit pas ici d'une autorité que nous donnons à des délégués, mais d'une mission. Ces messieurs croient avoir changé les choses quand ils en ont changé le nom. Après avoir ainsi démontré qu'autorité et autonomie sont des notions relatives, que le domaine de leur application varie suivant les différentes phases de l'évolution sociale, qu'il est absurde de les prendre pour des absolus, après avoir ajouté que le domaine de l'emploi des machines et de la grande industrie s'étend de plus en plus, Engels passe des considérations générales sur l'autorité à la question de l'État. Si les autonomistes, écrit-il, se bornaient à dire que l'organisation sociale de l'avenir restreindra l'autorité aux seules limites à l'intérieur desquelles les conditions de la production la rendent inévitable, on pourrait s'entendre, au lieu de cela, ils restent aveugles devant tous les faits qui rendent nécessaire la chose et ils se dressent contre le mot. Pourquoi les anti-autoritaires ne se bornent-ils pas à s'élever contre l'autorité politique, contre l'État ? Tous les socialistes sont d'accord que l'État politique et avec lui l'autorité politique disparaîtront en conséquence de la prochaine révolution sociale. À savoir que les fonctions publiques perdront leur caractère politique et se transformeront en simples fonctions administratives protégeant les véritables intérêts sociaux. Mais les anti-autoritaires demandent que l'État politique autoritaire soit aboli d'un coup, avant même qu'on ait détruit les conditions sociales qui l'ont fait naître. Ils demandent que le premier acte de la révolution sociale soit l'abolition de l'autorité. Ont-ils jamais vu une révolution, ces messieurs ? Une révolution est certainement la chose la plus autoritaire qui soit. C'est l'acte par lequel une partie de la population impose sa volonté à l'autre au moyen de fusils, de baïonnettes et de canons. Moyens autoritaires s'il en est, et le parti victorieux, s'il ne veut pas avoir combattu en vain, doit maintenir son pouvoir par la peur que ses armes inspirent aux réactionnaires. La Commune de Paris aurait-elle duré un seul jour si elle ne s'était pas servie de cette autorité du peuple armé face aux bourgeois ? Ne peut-on, au contraire, lui reprocher de ne pas s'en être servi assez largement ? Donc de deux choses l'une. Ou les anti-autoritaires ne savent pas ce qu'ils disent, et dans ce cas, ils ne sèment que la confusion, ou bien ils le savent et dans ce cas, ils trahissent le mouvement du prolétariat. Dans un cas comme dans l'autre, ils servent la réaction. Dans ce passage sont abordées des questions qu'il convient d'examiner en connexion avec le problème des rapports entre la politique et l'économie lors de l'extinction de l'État. Telle la question de la transformation des fonctions publiques, de politique qu'elles étaient, en simples fonctions administratives. Telle la question de l'État politique. Cette dernière expression, particulièrement susceptible de soulever des malentendus, est une allusion au processus d'extinction de l'État. Il arrive à un moment où l'État en voie d'extinction peut être appelé un État non politique. Ce qu'il y a de plus remarquable dans ce passage d'Engels, c'est encore la façon dont il pose la question contre les anarchistes.
Les social-démocrates, qui veulent être les disciples d'Engels, ont polémiqué des millions de fois avec les anarchistes depuis 1873, mais le fait est qu'ils n'ont pas discuté comme les marxistes peuvent et doivent le faire. L'idée de l'abolition de l'État est, chez les anarchistes, confuse et non révolutionnaire. Voilà comment Engels posait la question. C'est précisément la révolution que les anarchistes se refusent à voir, sa naissance et son développement, ses tâches spécifiques en ce qui concerne la violence, l'autorité, le pouvoir et l'État. La critique de l'anarchisme se réduit habituellement pour les social-démocrates actuels à cette pure banalité petite bourgeoise. Nous admettons l'État, les anarchistes non. Naturellement, une telle banalité ne peut manquer de répugner à des ouvriers tant soit peu réfléchis et révolutionnaires. Engels dit autre chose. Il souligne que tous les socialistes reconnaissent la disparition de l'État comme une conséquence de la révolution socialiste. Il pose ensuite la question concrète de la révolution, question que les social-démocrates laissent habituellement de côté par opportunisme, abandonnant pour ainsi dire aux seuls anarchistes le soin de l'étudier. Et, en posant cette question, Engels se prend le taureau par les cornes. La commune n'aurait-elle pas dû se servir davantage du pouvoir révolutionnaire de l'État, c'est-à-dire du prolétariat armé, organisé en classe dominante ? La social-démocratie officielle qui donnait le ton éludait généralement la question des tâches concrètes du prolétariat dans la Révolution, soit tout simplement par un sarcasme de Philistin, soit dans le meilleur des cas par ce sophisme évasif, on verra plus tard. Et les anarchistes étaient en droit de dire de cette social-démocratie qu'elle manquait à son devoir, qui est de faire l'éducation révolutionnaire des ouvriers. Engels met à profit l'expérience de la dernière révolution prolétarienne justement pour étudier de la façon la plus concrète ce que le prolétariat doit faire en ce qui concerne à la fois les banques et l'État, et comment il doit s'y prendre. Grand 3. Lettre à Bébel. Une des réflexions les plus remarquables, sinon la plus remarquable que nous trouvons dans les œuvres de Marx et d'Engels relatives à l'État, est le passage suivant de la lettre d'Engels à Bébel, datée du 18-28 mars 1875. Cette lettre, notons-le entre parenthèses, a été reproduite pour la première fois à notre connaissance dans le tome 2 des Mémoires de Bébel, paru en 1911, c'est-à-dire qu'elle fut publiée 36 ans après sa rédaction et son envoi. Engels écrivait à Bébel pour critiquer le projet de programme de Gotha. Parlant spécialement de la question de l'État, Engels disait ceci. « L'État populaire libre est devenu un État libre. Dans le sens grammatical de ces termes, un État libre est un État qui est libre à l'égard de ses citoyens, c'est-à-dire un État à gouvernement despotique. Il conviendrait d'abandonner tout ce bavardage sur l'État, surtout après la Commune, qui n'était plus un État au sens propre. Les anarchistes nous ont assez jeté à la tête l'État populaire, bien que déjà le livre de Marx contre Proudhon et puis le manifeste communiste disent explicitement qu'avec l'instauration du régime social socialiste, l'État se dissout de lui-même et disparaît. L'État n'étant qu'une institution temporaire dont on est obligé de se servir dans la lutte, dans la révolution, pour réprimer par la force ses adversaires, il est parfaitement absurde de parler d'un État populaire libre tant que le prolétariat a encore besoin de l'État. Ce n'est point pour la liberté mais pour réprimer ses adversaires. Et le jour où il devient possible de parler de liberté, l'État cesse d'exister comme tel, aussi proposerions-nous de mettre partout à la place du mot État le mot communauté. Excellent vieux mot allemand répondant au mot français commune. Il ne faut pas perdre de vue que cette lettre a trait au programme du parti, critiqué par Marx dans une lettre écrite quelques semaines seulement après celle-ci, et qu'à l'époque Engels vivait à Londres avec Marx. Aussi, en disant « nous » dans la dernière phrase, c'est sans doute en son nom propre et au nom de Marx qu'Engels propose au chef du parti ouvrier allemand de supprimer dans le programme le mot « État » et de le remplacer par le mot « communauté ». Comme on les entendrait hurler à l'anarchisme, les chefs du marxisme moderne accommodés au goût des opportunistes, si on leur proposait un semblable amendement au programme. Qu'ils hurlent, la bourgeoisie les enlouera. Quant à nous, poursuivons notre œuvre. En révisant le programme de notre parti, nous devrons absolument tenir compte du conseil d'Engels et de Marx pour être plus près de la vérité, pour rétablir le marxisme en l'expurgeant de toute déformation, pour mieux orienter la classe ouvrière dans sa lutte libératrice. Il est certain que le conseil d'Engels et de Marx ne trouvera pas d'adversaire parmi les bolcheviks. Il n'y aura de difficulté, croyons-nous, que pour le terme à employer. En allemand, il existe deux mots signifiant communauté, et Engels a choisi celui qui désigne non pas une communauté à part, mais un ensemble, un système de communautés. Ce mot n'existe pas en russe, et il faudra peut-être choisir le mot français commune, bien que cela présente aussi des inconvénients. La commune n'était plus un État au sens propre. Telle est l'affirmation d'Engels, capitale au point de vue théorique. Après l'exposé qui précède, cette affirmation est parfaitement compréhensible. La commune cessait d'être un État, dans la mesure où il fallait opprimer non plus la majorité de la population, mais une minorité, les exploiteurs. Elle avait brisé la machine d'État bourgeoise. Au lieu d'un pouvoir spécial d'oppression, c'est la population elle-même qui entrait en scène. Autant de dérogations à ce qu'est l'État au sens propre du mot. Et si la commune s'était affermie, les vestiges de l'État qui subsistaient en elle se seraient éteints d'eux-mêmes. Elle n'aurait pas eu besoin d'abolir ces institutions. Celles-ci auraient cessé de fonctionner au fur et à mesure qu'elles n'auraient plus rien eu à faire.
Les anarchistes nous jettent à la tête l'État populaire. Ce disant, Engels songe surtout à Bakounine et à ses attaques contre les social-démocrates allemands. Engels admet que ces attaques sont justes pour autant que l'État populaire est un non-sens, une dérogation au socialisme au même titre que l'État populaire libre. Il s'efforce de corriger la lutte des social-démocrates allemands contre les anarchistes, d'en faire une lutte juste dans ses principes, de la débarrasser des préjugés opportunistes sur l'État. Hélas, la lettre d'Engels est restée pendant 36 ans enfouie dans un tiroir. Nous verrons plus loin que même après la publication de cette lettre, Kautsky s'obstine à répéter, au fond, les erreurs qui avaient déjà motivé la mise en garde d'Engels. Bebel répond à Engels le 21 septembre 1875 par une lettre dans laquelle il déclare entre autres qu'il partage entièrement son point de vue sur le projet de programme et qu'il a reproché à Liebknecht de se montrer trop conciliant. Mais si nous prenons la brochure de Bebel intitulée « Nos buts », nous y trouverons sur l'État des réflexions absolument fausses. L'État fondé sur la domination d'une classe doit être transformé en État populaire. Voilà ce qui est imprimé dans la 9e édition de la brochure de Bebel. Rien d'étonnant si la social-démocratie allemande s'est pénétrée dans ses conceptions opportunistes sur l'État, si obstinément répétées, d'autant plus que les éclaircissements révolutionnaires d'Engels étaient enfouis dans un tiroir et que la vie elle-même déshabituait pour longtemps de la révolution. Grand 4, critique du projet de programme d'Erfurt. Lorsqu'on analyse la doctrine marxiste de l'État, on ne peut passer sous silence la critique du projet de programme d'Erfurt adressée par Engels à Kautsky le 29 juin 1991. Et qui ne fut publiée que 10 ans plus tard dans la Neue Zeit, car elle est consacrée surtout à la critique des conceptions opportunistes de la social-démocratie dans les problèmes relatifs à l'organisation de l'État. Remarquons en passant que sur les questions économiques, Engels fournit également une indication des plus précieuses, qui montre avec quelle attention et quelle profondeur de pensée il a suivi les transformations du capitalisme moderne et comment il a su pressentir ainsi, dans une certaine mesure, les problèmes de notre époque impérialiste. Voici cette indication au sujet des mots « absence de plan » employés dans le projet de programme pour caractériser le capitalisme. Engels écrit « Si nous passons des sociétés par action aux trusts qui se soumettent et monopolisent des branches entières de l'industrie, alors ce n'est pas seulement la fin de la production privée, mais encore la cessation de l'absence de plan. Nous avons là ce qu'il y a de plus essentiel dans l'appréciation théorique du capitalisme moderne, c'est-à-dire de l'impérialisme, à savoir que le capitalisme se transforme en capitalisme monopoliste. Ceci est à souligner car l'erreur la plus répandue est l'affirmation réformiste bourgeoise prétendant que le capitalisme monopoliste ou le capitalisme monopoliste d'État n'est déjà plus du capitalisme et qu'il peut dès lors être qualifié de socialisme d'État, etc. Naturellement, les trusts n'ont jamais donné, ne donnent pas jusqu'à présent ni ne peuvent donner une planification intégrale. Ils introduisent pourtant une planification. Les magnats du capital escomptent par avance le volume de la production à l'échelle nationale ou même internationale et règlent cette production d'après un plan, mais nous restons cependant en régime capitaliste, dans une nouvelle phase certes, mais indéniablement en régime capitaliste. Le fait que ce capitalisme est proche du socialisme doit constituer pour des représentants véritables du prolétariat un argument en faveur de la proximité, de la facilité, de la possibilité, de l'urgence de la révolution socialiste, et non point un argument pour tolérer la négation de cette révolution et les tentatives de farder le capitalisme à quoi s'emploient tous les réformistes. Mais revenons à la question de l'État. Engels donne ici 3 indications particulièrement précieuses. 1. Sur la question de la République. 2. Sur le lien qui existe entre la question nationale et l'organisation de l'État. 3. Sur l'autonomie administrative locale. Pour ce qui est de la République, Engels a fait de cette question le pivot de sa critique du projet du programme d'Erfurt. Et si nous nous rappelons l'importance acquise par le programme d'Erfurt dans toute la social-démocratie internationale, et qu'il a servi de modèle à l'ensemble de la Deuxième Internationale, on pourra dire sans exagération qu'Engels critique ici l'opportunisme de la Deuxième Internationale tout entière. Les revendications politiques du projet, écrit Engels, ont un grand défaut, ce que justement il eût fallu dire ne s'y trouve pas. Il montre ensuite que la constitution allemande est à proprement parler une réplique de la constitution ultra-réactionnaire de 1850, que le Reichstag n'est, suivant l'expression de Liebknecht, que la feuille de vigne de l'absolutisme, et que vouloir réaliser sur la base d'une constitution consacrant l'existence de petits États et d'une confédération de petits États allemands, la transformation des moyens de travail en propriété commune est manifestement absurde. Y toucher serait dangereux, ajoute Engels, sachant parfaitement qu'en Allemagne, on ne peut légalement inscrire au programme la revendication de la République. Toutefois, Engels ne s'accommode pas purement et simplement de cette considération évidente dont tous se contentent. Il poursuit. Mais de toute façon, les choses doivent être poussées en avant. Combien cela est nécessaire, c'est ce que prouve précisément aujourd'hui l'opportunisme qui commence à se propager dans une grande partie de la presse social-démocrate.
Dans la crainte d'un renouvellement de la loi contre les socialistes, ou se souvenant de certaines opinions émises prématurément du temps où cette loi était en vigueur, on veut maintenant que le parti reconnaisse l'ordre légal actuel en Allemagne comme pouvant suffire à faire réaliser toutes ses revendications par la voie pacifique. Que les social-démocrates allemands aient agi par crainte d'un renouvellement de la loi d'exception, c'est là un fait essentiel qu'Engels met au premier plan et qu'il taxe sans hésiter d'opportunisme. Il déclare que précisément parce qu'il n'y a ni république ni liberté en Allemagne, il est absolument insensé de rêver d'une voie pacifique. Engels est assez prudent pour ne pas se lier les mains. Il reconnaît que dans les pays de république ou de très grande liberté, on peut concevoir, et seulement concevoir, une évolution pacifique vers le socialisme, mais en Allemagne, répète-t-il, en Allemagne, où le gouvernement est presque tout-puissant, où le Reichstag et les autres corps représentatifs sont sans pouvoir effectif, proclamer de telles choses en Allemagne, et encore sans nécessité, c'est enlever sa feuille de vigne à l'absolutisme et en couvrir la nudité par son propre corps. Ceux qui couvrirent l'absolutisme, ce sont en effet dans leur immense majorité les chefs officiels du Parti social-démocrate allemand, lequel avait mis ses indications sous le boisseau. Une pareille politique ne peut à la longue qu'entraîner le parti dans une voie fausse. On met au premier plan des questions politiques générales, abstraites, et l'on cache par là les questions concrètes, pressantes, qui aux premiers événements importants, à la première crise politique, viennent d'elles-mêmes s'inscrire à l'ordre du jour. Que peut-il en résulter? Sinon ceci que, tout à coup, au moment décisif, le parti sera pris au dépourvu et que sur les points décisifs, il régnera la confusion et l'absence d'unité parce que ces questions n'auront jamais été discutées. Cet oubli des grandes considérations essentielles devant les intérêts passagers du jour, cette course aux succès éphémères et la lutte qui se livre tout autour sans se préoccuper des conséquences ultérieures, cet abandon de l'avenir du mouvement que l'on sacrifie au présent, tout cela a peut-être des mobiles honnêtes, mais cela est et reste de l'opportunisme. Or, l'opportunisme honnête est peut-être le plus dangereux de tous. Une chose absolument certaine, c'est que notre parti et la classe ouvrière ne peuvent arriver à la domination que sous la forme de la République démocratique. Cette dernière est même la forme spécifique de la dictature du prolétariat, comme l'a déjà montré la Grande Révolution française. Engels reprend ici, en la mettant particulièrement en relief, cette idée fondamentale qui marque comme d'un trait rouge toutes les œuvres de Marx, à savoir que la République démocratique est le chemin le plus court conduisant à la dictature du prolétariat. Car une telle république, bien qu'elle ne supprime nullement la domination du capital, ni par conséquent l'oppression des masses et la lutte des classes, conduit inévitablement à une extension, à un développement, à un rebondissement, à une aggravation de la lutte telle qu'une fois apparue la possibilité de satisfaire les intérêts vitaux des masses opprimées. Cette possibilité se réalise inéluctablement et uniquement dans la dictature du prolétariat, dans la direction de ces masses par le prolétariat. Pour la Deuxième Internationale tout entière, ce sont là encore des paroles oubliées du marxisme, et cet oubli est apparu avec beaucoup de relief dans l'histoire du parti menchevique durant les 6 premiers mois de la Révolution russe de 1917. Traitant de la République fédérative en rapport avec la composition nationale de la population, Engels écrit « Que faut-il mettre à la place de l'Allemagne actuelle, avec sa constitution monarchique, réactionnaire et subdivision, non moins réactionnaire en petits États, subdivision qui perpétue les particularités du prussianisme au lieu de les dissoudre dans une Allemagne formant un tout ?» À mon avis, le prolétariat ne peut utiliser que la forme de la République une et indivisible. En somme, sur le territoire immense des États-Unis, la République fédérative est aujourd'hui encore une nécessité, bien qu'elle commence d'ores et déjà à être un obstacle dans l'Est. Elle constituerait un progrès en Angleterre, où dans 2 îles habitent 4 nations, et où malgré un parlement unique, existent côte à côte encore aujourd'hui 3 législations différentes. Dans la petite Suisse, il y a longtemps qu'elle constitue un obstacle tolérable seulement parce que la Suisse se contente d'être un membre purement passif dans le système d'État européen. Pour l'Allemagne, une organisation fédéraliste à la manière suisse serait un recul considérable. 2 points distinguent un État fédéral d'un État unitaire. C'est d'abord que chaque État fédéré, chaque canton, possède sa propre législation civile et pénale, sa propre organisation judiciaire. C'est ensuite qu'à côté de la Chambre du peuple, il y a une Chambre des représentants des États où chaque canton, petit ou grand, vote comme tel. En Allemagne, l'État fédéral forme la transition vers un État pleinement unitaire, et il ne faut pas faire rétrograder la révolution d'en haut, accomplie en 1866 et 1870, mais au contraire la compléter par un mouvement d'en bas. Loin de se désintéresser des formes de l'État, Engels s'attache au contraire à analyser avec le plus grand soin précisément les formes transitoires, afin de déterminer dans chaque coin donné, selon ses particularités historiques concrètes, le point de départ et le petit aboutissement de la forme transitoire considérée. Engels, de même que Marx, défend du point de vue du prolétariat et de la révolution prolétarienne le centralisme démocratique, la République une et indivisible. Il considère la République fédérative soit comme une exception et un obstacle au développement, soit comme une transition de la monarchie à la République centralisée, comme un progrès dans certaines conditions particulières. Et parmi ces conditions particulières, il met au premier plan la question nationale.
Chez Engels comme chez Marx, bien qu'ils aient impitoyablement critiqué l'essence réactionnaire des petits États et l'utilisation dans certains cas concrets de la question nationale pour dissimuler cette essence réactionnaire, on ne trouve nulle part, fût-ce l'ombre du désir d'éluder la question nationale, ce par quoi pêchent souvent les marxistes hollandais et polonais, en partant de la lutte absolument légitime contre le nationalisme étroitement philistin de leurs petits États. Même en Angleterre, où les conditions géographiques, la communauté de langue et une histoire plusieurs fois séculaire auraient dû, semble-t-il, avoir mis fin à la question nationale en ce qui concerne les petites subdivisions du pays, même ici, Engels tient compte du fait évident que la question nationale n'est pas encore réglée, et c'est pourquoi il considère la République fédérative comme un progrès. Bien entendu, il n'y a pas là l'ombre d'une renonciation à la critique des défauts de la République fédérative, ni à la propagande et à la lutte les plus décidées en faveur de la République unitaire, démocratique et centralisée. Mais ce centralisme démocratique, Engels ne l'entend nullement au sens bureaucratique que lui donnent les idéologues bourgeois et petits bourgeois, dont parmi ces derniers les anarchistes. Le centralisme pour Engels n'exclut pas du tout une large autonomie administrative locale, qui, à condition que les communes et les régions défendent de leur plein gré l'unité de l'État, supprime incontestablement tout bureaucratisme et tout commandement par en haut. Ainsi donc, République unitaire, écrit Engels en développant les vues sur l'État qui doivent être à la base d'un programme marxiste, mais pas dans le sens de la République française d'aujourd'hui, qui n'est pas autre chose que l'empire sans empereur fondé en 1798. De 1792 à 1798, chaque département français, chaque commune, eut sa complète autonomie administrative sur le modèle américain, et c'est ce qu'il nous faut avoir de même. Comment organiser cette autonomie et comment on peut se passer de la bureaucratie, c'est ce que nous ont montré l'Amérique et la Première République française, et c'est ce que nous montrent encore aujourd'hui l'Australie, le Canada et les autres colonies anglaises. Une semblable autonomie provinciale et communale est beaucoup plus libre que le fédéralisme suisse par exemple, où le canton est, il est vrai, très indépendant à l'égard du Bund, c'est-à-dire de l'État confédéral dans son ensemble, mais où il est également à l'égard du district, Bezirk, et de la commune. Les gouvernements cantonaux nomment des gouverneurs de district et des préfets dont on ne sait rien dans les pays de langue anglaise et dont à l'avenir nous devons nous débarrasser aussi résolument que des Landrats et Regierungsrat prussiens. Aussi, Engels propose-t-il de formuler comme suit l'article du programme relatif à l'autonomie. Administration autonome complète dans la province, le district et la commune par des fonctionnaires élus au suffrage universel, suppression de toutes les autorités locales et provinciales nommées par l'État. Dans la Pravda, interdite par le gouvernement de Kerensky et les autres ministres socialistes, j'ai déjà eu l'occasion de faire remarquer que sur ce point, qui n'est évidemment pas le seul tant s'en faut, nos représentants pseudo-socialistes d'une pseudo-démocratie pseudo-révolutionnaire s'écartent de façon criante du démocratisme. On conçoit que des hommes liés par leur coalition avec la bourgeoisie impérialiste soient restés sourds à ces remarques. Il importe éminemment de noter qu'Engels, fait en main, réfute par un exemple d'une parfaite précision le préjugé fort répandu, surtout parmi la démocratie petite bourgeoise, selon lequel une république fédérative implique forcément plus de liberté qu'une république centralisée. Cela est faux. Les faits cités par Engels, relatifs à la République française centralisée de 1792-1798 et à la République fédérative suisse, réfutent cette assertion. La République centralisée vraiment démocratique offrait plus de liberté que la République fédérative. Autrement dit, le maximum de liberté locale, régionale et autres qu'ait connu l'histoire a été assuré par la République centralisée et non par la République fédérative. À ce fait, comme à tout le problème de la République fédérative et centralisée, ainsi que de l'autonomie administrative locale, notre parti n'a consacré et ne consacre qu'une attention insuffisante dans sa propagande et son agitation. Grand 5, l'introduction de 1891 à la guerre civile en France de Marx. Dans son introduction à la 3e édition de la guerre civile en France, introduction datée du 18 mars 91 et imprimée pour la première fois dans la News 8, Engels, à côté de réflexions incidentes du plus haut intérêt sur l'attitude à l'égard de l'État, résume avec un relief remarquable les enseignements de la Commune. Ce résumé, enrichi de toute l'expérience de la période de 20 années qui sépare son auteur de la Commune, est spécialement dirigé contre la foi superstitieuse en l'État. Fort répandu en Allemagne, et peut-être à juste titre considéré comme le dernier mot du marxisme sur la question. En France, après chaque révolution, remarque Engels, les ouvriers étaient armés. Pour les bourgeois qui se trouvaient au pouvoir, le désarmement des ouvriers était donc leur premier devoir. Aussi, après chaque révolution, acquise au prix du sang des ouvriers, éclate une nouvelle lutte qui se termine par la défaite de ceux-ci. Le bilan de l'expérience des révolutions bourgeoises est aussi succinct qu'expressif. Le fond du problème, comme d'ailleurs dans la question de l'État, est admirablement saisi. C'est ce fond que passent le plus souvent sous silence les professeurs influencés par l'idéologie bourgeoise, ainsi que les démocrates petits bourgeois. Dans la révolution russe de 1917, c'est au menchevique Tsereteli, marxiste lui aussi, qu'est échu l'honneur de livrer incidemment ce secret des révolutions bourgeoises. Dans son discours historique du 11 juin,
Tsereteli a eu l'imprudence d'annoncer que la bourgeoisie était décidée à désarmer les ouvriers de Pétrograd. Décision qu'il présentait évidemment comme étant aussi la sienne et plus généralement comme une nécessité d'État. Le discours historique, prononcé le 11 juin par Tsereteli, sera certainement, pour tout historien de la Révolution de 1917, une des meilleures illustrations de la façon dont le bloc des socialistes révolutionnaires et des mencheviks, dirigé par le sieur Tsereteli, a embrassé la cause de la bourgeoisie contre le prolétariat révolutionnaire. Une autre réflexion incidente d'Engels, liée elle aussi à la question de l'État, concerne la religion. On sait que la social-démocratie allemande, au fur et à mesure que la gangrène la gagnait et qu'elle devenait de plus en plus opportuniste, se laissait aller de plus en plus souvent à une interprétation erronée et philistine de la célèbre formule « la religion est une affaire privée ». Savoir, cette formule était interprétée comme si, pour le parti du prolétariat révolutionnaire également, la révolution était une affaire privée. La religion était une affaire privée. C'est contre cette trahison absolue du programme révolutionnaire du prolétariat que s'éleva Engels qui, en 1891, ne pouvant encore observer que de très faibles germes d'opportunisme dans son parti, s'exprimait avec une extrême prudence. Dans la Commune ne siégeaient presque que des ouvriers ou des représentants reconnus des ouvriers. Ces décisions portaient de même un caractère nettement prolétarien. Ou bien elles décrétaient des réformes que la bourgeoisie républicaine avait négligées par pure lâcheté, mais qui constituaient pour la libre action de la classe ouvrière une base indispensable, comme la réalisation de ce principe que, par rapport à l'État, la religion n'est qu'une affaire privée. Ou bien elles promulguaient des décisions prises directement dans l'intérêt de la classe ouvrière et qui, pour une part, faisaient de profondes entailles dans le vieil ordre social. C'est à dessein qu'Engels a souligné les mots « par rapport à l'État ». Ce faisant, il portait un coup direct à l'opportunisme allemand qui déclarait la religion affaire privée par rapport au parti et ravalait ainsi le parti du prolétariat révolutionnaire au niveau du plus vulgaire petit bourgeois libre penseur qui veut bien admettre qu'on ne soit d'aucune religion, mais abdique la tâche du parti, combattre l'opium religieux qui abétit le peuple. Le futur historien de la social-démocratie allemande, approfondissant les causes de la honteuse banqueroute de ce parti en 1914, trouvera sur cette question une nombreuse et intéressante documentation. Depuis les déclarations évasives contenues dans les articles du chef idéologique de ce parti, Kautsky, déclarations qui ouvrent toute grande la porte à l'opportunisme jusqu'à l'attitude du parti à l'égard du Losvon-Kirche-Bewegung, mouvement pour la séparation d'avec l'Église, en 1913. Mais voyons comment, 20 ans après la Commune, Engels résumait les enseignements qu'elle fournit au prolétariat en lutte. Voici ceux qu'il mettait au premier plan. Quant à la force répressive du gouvernement naguère centralisé, l'armée, la police politique, la bureaucratie créée par Napoléon en 1798, reprise depuis avec reconnaissance par chaque nouveau gouvernement et utilisée par lui contre ses adversaires, c'est justement cette force qui devait partout être renversée, comme elle l'avait été déjà à Paris. La Commune dut reconnaître d'emblée que la classe ouvrière, une fois au pouvoir, ne pouvait continuer à administrer avec la vieille machine d'État. Pour ne pas perdre à nouveau sa propre domination, qu'elle venait à peine de conquérir, cette classe ouvrière devait d'une part éliminer la vieille machine d'oppression, jusqu'alors employée contre elle-même, mais d'autre part prendre des assurances contre ses propres mandataires et fonctionnaires en les proclamant, en tout temps et sans exception, révocables. Engels souligne encore et toujours que non seulement sous le régime de la monarchie mais aussi en république démocratique, l'État reste l'État. C'est-à-dire qu'il garde son principal caractère distinctif qui est de transformer les fonctionnaires, serviteurs de la société et ses organes en maîtres de celle-ci. Pour éviter cette transformation, inévitable dans tous les régimes antérieurs de l'État et des organes de l'État, à l'origine serviteurs de la société, en maîtres de celle-ci, la Commune employa deux moyens infaillibles. Premièrement, elle soumit toutes les places de l'administration de la justice et de l'enseignement au choix des intéressés par l'élection au suffrage universel, et bien entendu, à la révocation à tout moment par ces mêmes intéressés. Et deuxièmement, elle ne rétribua tous les services, du plus bas au plus élevé, que par le salaire que recevaient les autres ouvriers. Le plus haut traitement qu'elle paya dans l'ensemble était de 6 000 francs. Ainsi, on mettait le holà à la chasse aux places et à l'arrivisme, sans en appeler au mandat impératif des délégués, au corps représentatif qui leur était encore adjoint par surcroît. Engels en arrive ici à cette intéressante limite où la démocratie conséquente, d'une part, se transforme en socialisme et d'autre part réclame le socialisme. En effet, pour supprimer l'État, il est nécessaire que les fonctions des services d'État se transforment en opérations de contrôle et d'enregistrement si simples qu'elles soient à la portée de l'immense majorité, puis de la totalité de la population. Et pour supprimer complètement l'arrivisme, il faut que les fonctions honorifiques, bien que non lucratives au service de l'État, ne puissent pas servir de tremplin pour atteindre des postes hautement lucratifs dans les banques et les sociétés anonymes, comme il advient constamment dans tous les pays capitalistes, même les plus libres. Mais Engels ne verse pas dans l'erreur que commettent par exemple certains marxistes à propos du droit des nations à disposer d'elles-mêmes.
En régime capitaliste, disent-ils, ce droit est irréalisable, en régime socialiste, il devient superflu. Ce raisonnement soi-disant spirituel, mais en fait erroné, pourrait s'appliquer à toute institution démocratique et aussi au modeste traitement des fonctionnaires, car un démocratisme rigoureusement conséquent est irréalisable en régime capitaliste, et en régime socialiste, toute démocratie finira par s'éteindre. Sophisme qui ressemble à cette vieille plaisanterie, l'homme devient-il chauve s'il perd un de ses cheveux? Développer la démocratie jusqu'au bout, rechercher les formes de ce développement, les mettre à l'épreuve de la pratique, etc., telle est une des tâches essentielles de la lutte pour la révolution sociale. Pris à part, aucun démocratisme, quel qu'il soit, ne donnera le socialisme. Mais dans la vie, le démocratisme ne sera jamais pris à part, il sera pris dans l'ensemble. Il exercera aussi une influence sur l'économie dont il stimulera la transformation. Il subira l'influence du développement économique, etc. Telle est la dialectique de l'histoire vivante. Engels poursuit « Cette destruction, Sprengung, de la puissance de l'État tel qu'il était jusqu'ici et son remplacement par un pouvoir nouveau, vraiment démocratique, sont dépeints en détail dans la troisième partie de la guerre civile. Mais il était nécessaire de revenir ici brièvement sur quelques-uns de ces traits, parce que, en Allemagne précisément, la superstition de l'État a passé de la philosophie dans la conscience commune de la bourgeoisie et même dans celle de beaucoup d'ouvriers. Dans la conception des philosophes, l'État est la réalisation de l'idée, où le règne de Dieu sur terre traduit en langage philosophique le domaine où la vérité et la justice éternelle se réalisent et doivent se réaliser. De là, cette vénération superstitieuse de l'État et de tout ce qui y touche, vénération qui s'installe d'autant plus facilement qu'on est, depuis le berceau, habitué à s'imaginer que toutes les affaires et tous les intérêts communs de la société entière ne sauraient être réglés que comme ils ont été réglés jusqu'ici, c'est-à-dire par l'État et ses autorités dûment établies. Et l'on croit déjà avoir fait un pas prodigieusement hardi quand on s'est affranchi de la foi en la monarchie héréditaire et qu'on jure par République démocratique. Mais en réalité, l'État n'est rien d'autre qu'une machine pour l'oppression d'une classe par une autre, et cela tout autant dans la République démocratique que dans la monarchie. Le moins qu'on puisse en dire, c'est qu'il est un mal dont hérite le prolétariat vainqueur de la lutte pour la domination de classe, et dont, tout comme la commune, il ne pourra s'empêcher de rogner aussitôt au maximum les côtés les plus nuisibles, jusqu'à ce qu'une génération grandie dans des conditions sociales nouvelles et libres soit en état de se défaire de tout ce bric-à-brac de l'État. Engels met en garde les Allemands pour qu'ils n'oublient pas, lors du remplacement de la monarchie par la République, les principes du socialisme dans la question de l'État en général. Ces avertissements apparaissent aujourd'hui comme une leçon adressée directement aux sieurs Tsereteli et Tchernov qui ont révélé dans leur pratique de la coalition leur foi superstitieuse en l'État, leur vénération superstitieuse à son égard. 2 remarques encore. 1. Lorsqu'Engels dit que, dans une machine démocratique tout autant que dans une monarchie, l'État n'est pas autre chose qu'une machine pour l'oppression d'une classe par une autre, il n'entend pas du tout par là que la forme d'oppression doit être indifférente au prolétariat, comme l'enseignent certains anarchistes. Une forme plus large, plus libre, plus franche de lutte des classes et d'oppression de classes facilite considérablement la lutte du prolétariat pour la suppression des classes en général. Deuxièmement, pourquoi seule une nouvelle génération pourra-t-elle se défaire complètement de tout ce bric-à-brac de l'État ? Cette question se rattache à celle du dépassement de la démocratie, dont nous allons parler. Grand 6, Engels et le dépassement de la démocratie. Engels eut à se prononcer sur ce point en traitant de l'inexactitude scientifique de la dénomination social-démocrate. Dans la préface au recueil de ses articles des années 1870-1880, consacrés à divers thèmes, principalement internationaux, préface datée du 3 janvier 1994, c'est-à-dire rédigée 1 an et demi avant sa mort, il écrit que dans tous ses articles, il emploie le mot communiste parce qu'à cette époque, les proudhoniens en France et les lassalliens en Allemagne s'intitulaient social-démocrates. Pour Marx comme pour moi, poursuit Engels, il y avait donc impossibilité absolue d'employer pour exprimer notre point de vue propre une expression aussi élastique. Aujourd'hui, il en va autrement. Et ce mot social-démocrate peut à la rigueur passer, bien qu'il reste impropre, pour un parti dont le programme économique n'est pas simplement socialiste en général, mais expressément communiste, pour un parti dont le but politique final est la suppression de tout l'État, et par conséquent de la démocratie. Au reste, les partis politiques véritables n'ont jamais une dénomination qui leur convienne parfaitement. Le parti se développe, la dénomination reste. Le dialecticien Engels, au déclin de ses jours, demeure fidèle à la dialectique. Marx et moi, dit-il, nous avions pour le parti un nom excellent, scientifiquement exact, mais il n'existait pas alors de parti prolétarien véritable, c'est-à-dire de parti prolétarien de masse. Maintenant, il existe un véritable parti, mais sa dénomination est scientifiquement inexacte. N'importe, elle peut passer pourvu que le parti se développe, pourvu que l'inexactitude scientifique de sa dénomination ne lui échappe pas et ne l'empêche pas de se développer dans la bonne direction.
Quelques plaisantins pourraient peut-être venir nous consoler à notre tour, nous autres bolcheviks, à la façon d'Engels. Nous avons un parti véritable. Il se développe admirablement. Donc ce nom absurde et barbare de bolchevique peut passer, bien qu'il n'exprime absolument rien, sinon ce fait purement accidentel qu'au congrès de Bruxelles-Londres en 1903, nous eûmes la majorité. Peut-être maintenant que les persécutions dans notre parti a été l'objet en juillet-août 1917 de la part des républicains et de la démocratie petite bourgeoise révolutionnaire, ont rendu le mot bolchevique si honorable aux yeux du peuple, maintenant qu'elles ont en outre marqué l'immense progrès historique accompli par notre parti dans son développement réel, peut-être hésiterai-je moi-même à proposer, comme je l'ai fait en avril, de changer la dénomination de notre parti. Peut-être proposerai-je aux camarades un compromis, celui de nous appeler Parti communiste, tout en gardant entre parenthèses le mot bolchevique. Mais la question de la dénomination du parti est infiniment moins importante que celle de l'attitude du prolétariat révolutionnaire envers l'État. Dans les considérations habituelles sur l'État, on commet constamment l'erreur contre laquelle Engels se met ici en garde et que nous avons signalée plus haut en passant. On oublie constamment que la suppression de l'État est aussi la suppression de la démocratie et que l'extinction de l'État est l'extinction de la démocratie. Une telle assertion paraît à première vue des plus étranges et inintelligibles. Peut-être même certains craindront-ils que nous souhaitions l'avènement d'un ordre social où ne serait pas observé le principe de la soumission de la minorité à la majorité, car enfin la démocratie n'est-elle pas la reconnaissance de ce principe? Non, la démocratie et la soumission de la minorité à la majorité ne sont pas des choses identiques. La démocratie, c'est un État reconnaissant la soumission de la minorité à la majorité. Autrement dit, c'est une organisation destinée à assurer l'exercice systématique de la violence par une classe contre une autre, par une partie de la population contre l'autre partie. Nous nous assignons comme but final la suppression de l'État, c'est-à-dire de toute violence organisée et systématique, de toute violence exercée sur les hommes en général. Nous n'attendons pas l'avènement d'un ordre social où le principe de la soumission de la minorité à la majorité ne serait pas observé. Mais, aspirant au socialisme, nous sommes convaincus que dans son évolution, il aboutira au communisme, et que par suite disparaîtra toute nécessité de recourir en général à la violence contre les hommes, toute nécessité de la soumission d'un homme à un autre, d'une partie de la population à une autre, car les hommes s'habitueront à observer les conditions élémentaires de la vie en société, sans violence et sans soumission. C'est pour souligner cet élément d'accoutumance qu'Engels parle de la nouvelle génération, grandie dans des conditions sociales nouvelles et libres, et qui sera en état de se défaire de tout ce bric-à-brac de l'État, de tout État, y compris celui de la République démocratique. Pour élucider ce point, il est nécessaire d'analyser les bases économiques de l'extinction de l'État.